T'as retrouvé les choses comment? Comme quand tu es partie? Et je lui dis non, comme quand j'étais arrivée. Et ce n'est pas rare d'avoir des clients qui nous écrivent et qui sont abonnés depuis 40 ans. J'ai horreur qu'on dise que c'est une fonction support. À chaque fois, je dis mais je ne suis pas une étagère. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client. Je suis Marine Deck, entrepreneure, fondatrice de Lougage et consultante en stratégie et expérience client. Vous le savez, sur ce podcast, on parle d'expérience client pendant au moins 1 heure. Tous les mardis, j'ouvre des discussions avec des personnalités authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et des visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, je reçois Catherine Veillé-Michelet, la directrice expérience client et innovation du groupe Bayard. Bayard fait partie de la vie des gens avec 6 millions d'abonnés. Ils ont clairement rythmé notre quotidien avec des revues jeunesse bien connues comme Pomme d'Api, J'aime lire, Tom Tom et Nana, mais aussi des revues plus spirituelles et des revues dédiées aux seniors. Ce que j'ai adoré avec cet épisode, ce sont toutes les punchlines de Catherine, mais aussi, je dois dire, ce choc des générations. On a parlé d'une époque où le mot client était interdit chez Bayard, et vous comprendrez pourquoi. On a parlé du Minitel et de toutes ces années où pour souscrire à un abonnement Bayard, il fallait envoyer son chèque par courrier, de comment en 2018, il décide de mettre officiellement le client au cœur du groupe, et d'une médiation très particulière qui prouve encore une fois qu'on peut tirer du positif d'une situation négative. J'espère que cet épisode vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, à notre newsletter et aussi de nous laisser un avis sur vos plateformes d'écoute préférées et aussi de partager le podcast autour de vous. Je vous laisse découvrir l'univers de Bayard avec Catherine Veillé-Michelet. Je suis ravie de t'accueillir, Catherine. Comment vas-tu? Je vais très bien, bonjour Marine. Alors dis-moi, tu es directrice de l'expérience client et innovation chez Bayard Presse. Oui. C'est un chouette job quand même. C'est un très chouette job, c'est une très chouette boîte Oui. et dans laquelle j'ai eu la chance de faire plusieurs métiers différents. Et ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas et qu'on ne sait même plus depuis combien de temps on y est. Et est-ce que tu sais quand même depuis combien de temps que tu y es? Oh oui Ça va bientôt faire 30 ans. Oh, Mais ah oui. j'ai changé, je pense, 6 fois de poste et d'univers. Et donc, et jamais je ne me suis dit que j'y resterais tout le temps. Et j'ai eu toujours des occasions de partir ailleurs, de faire autre chose. Et finalement, non, j'ai pu rebondir. Il y a eu des opportunités et je suis ravie de participer à l'œuvre de ce groupe. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce groupe justement? Alors Bayard, je dirais, c'est une vieille dame encore très jeune et qui est très particulière puisque Bayard est né en fait en 1873. Waouh. En 1873, suite à une intuition. En fait, Bayard, c'est déjà une conséquence. Alors une conséquence de quoi? D'un prêtre qui s'appelait Emmanuel d'Alzon, le père Emmanuel d'Alzon, qui a créé une congrégation religieuse au milieu du XIXe siècle pour accompagner les gens dans une société qui évoluait en permanence. Les plus anciens avaient connu la Révolution, les suivants les campagnes napoléoniennes. Les gens étaient un peu perdus, ils avaient perdu leurs repères. Et le père d'Alzon a commencé par faire des écoles, et en se disant qu'il fallait s'occuper des jeunes et surtout de tout le monde. Donc il y a une dimension grand public dans le groupe et de faire grandir. Et ça vraiment, c'est l'ADN de Bayard. Oui, vous le dites encore, on le retrouve souvent sur votre site internet, c'est aussi ce qui est marqué. Oui, parce qu'ensuite, il y a eu plein d'autres choses. Ensuite, ils sont assez pragmatiques, les assomptionnistes. Donc c'est la congrégation qui a été créée par le père d'Alzon, qui est toujours à 100% l'actionnaire de Bayard. C'est pour ça que je vous en parle. Et ils ont accompagné le développement des pèlerinages avec le chemin de fer. Donc il y a un côté modernité et un côté permanence de valeurs et de repères, un souci du grand nombre et un souci de chacun. Et donc ils ont accompagné des pèlerinages, et puis à la fin d'un pèlerinage qui avait été particulièrement mouvementé
quai du port de Marseille. Tout le monde se disait, tu me donneras des nouvelles. Voilà, c'est comme le quai de la gare de Lyon, 31 juillet, en retour de colonie de vacances. Et du coup, ils se sont dit, on va faire quelque chose. Et ils ont fait une petite feuille pour se donner des nouvelles qu'ils ont appelée le pèlerin. Et le pèlerin existe toujours. On est en train de commencer à préparer les 150 ans. Punaise. C'est comme ça que c'est venu. Ensuite, ils se sont dit que ce serait intéressant d'avoir quelque chose un peu plus intellectuel, un peu plus de réflexion et moins d'accompagnement. Et donc, il y a eu la Croix, qui a commencé comme mensuel en 1880 et en quotidien en 1883. Donc, on prépare les 140 ans. Voilà. Eh ben, dis donc. Et oui, et donc du coup, juste pour préciser, vous ne vous êtes pas trompé de podcast. On est bien là pour parler d'expérience client, mais c'est hyper intéressant de pouvoir remonter à la genèse de Bayard. Enfin, moi, je sais que c'est une histoire que je méconnaissais totalement. Tu vois, moi, chez Bayard, je connais, je connais Pomme d'Api, comme on disait en préparation de l'entretien, je connais Tom Tom et Nana, Oui. mais je connaissais bien évidemment pas la genèse. Non, mais si je commence par ça, c'est parce qu'en fait, du coup, Bayard, c'est pas d'abord, de la presse ou de l'édition, c'est d'abord du lien. C'est de la mise en lien avec des communautés, des gens qu'on veut faire grandir. Donc en vivant des choses, en partageant, des contenus, en accompagnant. Et il y a eu ensuite une autre intuition qui a été: on va faire des livres pour les enfants qui savent pas lire. Des livres pour les enfants qui ne savent pas lire. Quand on le dit comme ça, Faut c'est que tu m'expliques là. c'est 1966, Pomme d'Api. Et c'est le fait d'entrer, dans la lecture. Alors on dit à 4 mains, Bayard, puisque c'est avec le parent, avec Mmh. l'enfant sur les genoux, l'illustration et non pas par le texte. Parce que Bayard a toujours fait des revues pour les jeunes, déjà dans les années 1900, il y avait des revues, mais pour les enfants qui savaient déjà lire, à partir de 7 ans. Alors que là, c'était l'époque où l'école maternelle, on commençait à se dire que c'était pas simplement pour les pauvres enfants dont les mamans travaillent. C'était le début de, ouais, tout ce qui est, les écoles, les méthodes Steiner, Montessori, tout ça. Après, il y a eu Dolto, mais l'idée que les enfants à partir de 3 ans, c'était important de faire des choses avec eux. Et donc il y a eu Pomme d'Api en 1966 pour les enfants donc qui ne savent pas lire et qui partaient donc de l'image, donc avec plutôt des, je veux dire pas des journalistes, des gens qui étaient des instituteurs, institutrices, des orthophonistes, surtout des illustrateurs, avant d'être des gens de plume. Voilà. C'était des gens qui connaissaient les enfants, plutôt que des gens qui connaissaient l'écriture, puisque d'ailleurs on n'écrit absolument pas de la même façon pour, des 3 ans, des 6 ans, des 12 ans, des 15 ans. Et c'est d'abord ça qu'il faut maîtriser. Voilà, l'âge du lecteur. Oui, parce qu'au final, vous l'accompagnez, quand même assez longtemps. Enfin, on parle d'un bébé jusqu'à l'adolescent. Alors, en jeunesse, effectivement, du bébé jusqu'à l'adolescent, et même là, on lance, justement, ces jours-ci, un journal qui s'appelle Babille, chez Milan Presse, qui est vraiment pour les tout petits, petits, petits bébés. Parce qu'ensuite, on a Poppy et Picotti qui sont à partir de 9 mois. Mais là, Babille, c'est déjà encore avant, et on va jusqu'à Phosphore. Voilà, donc jusqu'à la terminale. Voilà. Et OK. ensuite, donc on a ces journaux, alors on a des journaux plus spirituels, on va dire, avec tout ce qui est autour de pèlerins, prier en église, La Croix qui est un donc grand quotidien d'actualité. Et puis il y a eu une autre intuition qui est fondatrice chez Bayard, c'était de se dire: «Tiens, il y a une autre, population dont personne ne s'occupe et qu'il faut aider». À l'époque, on les appelait le troisième âge. Maintenant, on dit les seniors. C'était les retraités. À l'époque où Bayard s'en est préoccupé, ils avaient à peu près 5 ou 6 ans d'espérance de vie, hein, en Mmh. tant que seniors, parce que le premier numéro de Notre Temps, a été mis dans les kiosques en mai 68. Mmh. Donc c'est quand même incroyable et assez emblématique, c'est-à-dire qu'en mai 68, alors que la jeunesse vraiment, on va dire, était en force et en tête, Bayard prévoyait, la montée des seniors et le fait qu'il allait falloir les accompagner dans leurs droits, dans leur occupation, dans leurs préoccupations, avec l'utilité sociale qu'ils avaient. Donc c'est ces 3 publics, donc le religieux, la jeunesse et le senior qui sont vraiment, les 3, oui, ça, les 3, on appelle ça les 3 publics de Bayard et on a des revues pour eux. Il y a aussi de l'édition, surtout en jeunesse.
En jeunesse, vous connaissez, voilà, on en parlait tout à l'heure, Pomme d'Api, J'aime lire. J'aime lire, c'est quand même Oui. le plus connu, c'est 9 enfants sur 10 de la classe d'âge qui le connaît et comme, c'est depuis au moins 30 ans, voire 40 ans, J'aime lire, ça fait quand même une belle partie de la population qui connaît J'aime lire. Ah ben c'est certain. Et vous avez 6 millions de petits et grands lecteurs chaque mois. Oui, C'est impressionnant quand même. oui, tout à fait et on en a, j'allais dire, on en a partout. On a des lecteurs, effectivement de tous les âges et j'allais dire plutôt oui et aux 2 bouts des âges de la vie. Et surtout, on a aussi une circulation de des revues qui est importante. Et elles sont partagées. On trouve nos revues dans des bibliothèques, on trouve nos revues dans des paroisses, on trouve nos revues dans des écoles, bien sûr, et des familles qui se les passent, les lecteurs de la Croix, furent de très, très grands découpeurs. Je parle au passé parce que maintenant, ils ont plutôt tendance à transmettre les contenus de manière numérique. Mais le lecteur de la Croix partage. Il lit, il se dit: «Ça me fait penser à telle personne, ce serait intéressant pour lui». Alors un enfant, un conjoint, enfin un frère et sœur, un parent et il découpe. Voilà, ça c'était toute une époque aussi. D'accord. Et alors moi, ce qui m'intéresse énormément, et c'est quelque chose que tu m'as dit au premier entretien, c'est que du coup, vous avez une façon de penser l'économie qui est, et on va dire le PNL, le business plan de Bayard, enfin, qui est très unique. Oui, alors je pense que tu fais allusion à ce que je disais aux banquiers quand, j'avais un peu des soucis. À une époque, je me suis occupée aussi de pas mal de développer, enfin, regarder tous les projets pour voir si on pouvait faire des rachats, des croissances externes ou des partenariats, des choses comme ça. Et j'ai toujours raconté l'histoire de Bayard pour pouvoir expliquer notre politique d'investissement puisque nos actionnaires ont l'éternité devant eux et nos actionnaires ont fait vœu de pauvreté. Donc, dans le monde dans lequel on vit actuellement, ça peut surprendre. En tout cas, ça donne des très grandes constantes dans la manière de voir les choses. On travaille pour le fond, on travaille pour qu'il y ait un maximum de personnes qui bénéficient, qui profitent, qui aient accès à nos contenus, quel que soit le média, pour faire communauté et on est sur la durée. Vraiment, on est sur la durée, sur une certaine permanence et ça vraiment, ça imprègne tout le fonctionnement, de l'entreprise. Alors à la fois bien sûr les rédactions qui pensent toujours à leur lecteur et ça le lecteur ça a Mm. toujours été ça et puis, ben, nos services, qui sont un peu plus concrets, pratiques, logistiques, qui ont d'abord, traité les abonnements, mais les abonnés et puis maintenant les clients, mais dans la durée, puisqu'on les accompagne. Ce n'est pas rare d'avoir des clients qui nous écrivent et qui sont abonnés depuis 40 ans. Le mieux que j'ai vu, c'est une dame qui nous a dit qu'elle lisait Pèlerin depuis 1923. Parce qu'elle lisait les BD du Pèlerin de sa grand-mère quand elle avait 5 ans et donc elle nous avait appelé il y a 2 ans. Elle avait à ce moment-là, je sais plus, 102 ans, je crois. Waouh. Et là, on se sent un peu tout petit. On se sent un peu tout petit et on sent qu'il y a une confiance, un engagement, et qu'on fait partie vraiment de la vie des gens. Et quand je dis de la vie, c'est pas comme EDF pour l'électricité, c'est aussi pour les nourrir dans leurs réflexions et leurs, relations aux autres et leurs relations à la société. Très clair. Et justement, tu as dit quelque chose de très important. Euh, Vous n'utilisiez pas le mot client. Ça veut dire que vous utilisiez lecteur, abonné, mais ce mot-là, il était interdit chez Bayard. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire Alors, plus? il n'était même pas interdit, c'est qu'il n'était même pas concevable. C'est-à-dire que bon, le rapport à l'argent, je veux dire, je pense qu'il était un petit peu, oublié. L'important, c'était le rapport au contenu. Donc on parlait des lecteurs. On a toujours parlé énormément des lecteurs et je me souviens effectivement quand je suis arrivée à Bayard, même dans les réunions d'encadrement où on donnait les résultats de l'entreprise, au début, on donnait les résultats en nombre de lecteurs. Hmm. Il n'y avait pas d'unité monétaire. Ensuite, j'ai vu arriver les unités monétaires et les notions de chiffre d'affaires. Et puis plus tard, j'ai vu arriver la notion de résultat. Mais Ah mais oui, d'accord. mais c'est, bon et maintenant on parle même de résultats nets, hein, et de résultats d'exploitation. Non, ça il y a eu des progrès énormes. Mais non, mais ça donne bien la mission que se donnait l'entreprise. C'est que l'argent, c'est un moyen nécessaire, être à l'équilibre, c'est nécessaire pour pouvoir investir. Puisqu'effectivement,
à partir du moment où notre actionnaire, ne demande aucun dividende, pendant longtemps, l'objectif, c'était d'être un peu au-dessus de zéro. Et donc quand on voyait qu'on allait être en positif, de réinvestir tout de suite pour se développer. Mmh. Puisqu'en fait, quelque part, ça donne une liberté et une responsabilité, cette indépendance. Voilà, donc c'est vrai que dans le monde, dans le monde actuel, ça peut surprendre parce que ça donne à la fois, oui, c'est ça, comme je dis, un certain confort, intellectuel et puis une responsabilité. Beh, c'est clair parce que du coup, donc voilà, tu es en positif, du coup tu réinjectes, tu Mmh, réinvestis. Mais si tu es en négatif, il faut quand même qu'on comprenne bien que, les investisseurs n'allaient pas réinjecter. exactement. Donc il faut se débrouiller pour, vraiment pour à la fois bien préparer l'avenir. Du coup, ça donne un système de prise de décision qui est très collégial pour couvrir le risque. Il y a pas une personne qui peut risquer pour toute l'entreprise et surtout pour l'actionnaire. Mmh. C'est vraiment une démarche collective. Et à partir de quel moment vous avez commencé à parler de clients? Alors, moi j'ai lancé un projet qui s'appelait Satisfaction client en 1995. J'avais été embauchée, ma formation c'est la transformation dans l'organisation. Hem, J'étais partie au Canada faire un MBA spécialisé là, dans la sociologie des organisations, qui m'avait permis d'avoir, des approches un peu différentes d'ailleurs de celles que j'avais pu avoir en école de commerce. Et Bayard cherchait quelqu'un qui avait un profil d'organisation pour accompagner, toute l'informatisation de la chaîne abonnement, comme on disait à l'époque, et de la logistique de l'abonnement. On parle d'un moment, donc c'est quasiment les mammouths, où il y avait encore des étiquettes, qu'il fallait coller pour envoyer les revues ou envoyer les cadeaux, où où les écrans, étaient tout noirs avec des petits trucs soit jaunes, orange, soit verts. Enfin voilà, donc on est vraiment dans c'était le début de ces informatisations de chaînes. Et donc je me suis occupée de traiter tous les volumes, de toute la normalisation et la simplification de ces process et de leur informatisation. Et ensuite, je me suis dit: «Bon, ben, c'est bien beau, mais on va travailler sur la qualité». Et puis, je suis allée à une formation qui s'appelait Satisfaction client. Je me souviens très bien parce que visuellement, on avait représenté ça avec une cible en disant qu'il y avait le service de base qu'il fallait fournir aux clients et que, tout ce qu'on pouvait faire, autour, personnaliser, mieux traiter, mieux informer, tout ça, ne servait à rien si le service de base n'était pas rempli. Et ça, c'est quelque chose que je continue de répéter. Et en sortant de cette formation, je me suis dit: «Ben, voilà, il faut qu'on fasse ça chez nous. Il faut qu'on se repose la question de satisfaire mieux nos clients, d'avoir ce souci du client, en gardant en tête que le service de base doit être, apporté». Et alors, quand j'ai dit: Je vais aller voir, je ne sais plus qui à l'époque, un directeur, en disant je prévoyais de lancer ça, je souhaitais faire ça. On m'a dit: «Mais attends, un client? Mais on n'a pas de clients nous, on a des abonnés, tu vas bientôt dire qu'on a aussi des produits». Et je dis: «Oui, mais il faut quand même pas oublier que notre abonné, enfin, oui, et il paye pour avoir le magazine et pour le lire. Il est très, très content de pouvoir le lire, mais c'est quand même un client au sens plein du terme». Et pour pouvoir, appeler ce projet comme ça, et pour pouvoir un petit peu gagner l'entreprise, on avait réfléchi avec la petite équipe que nous étions à l'époque, et on s'est dit: «Il faut qu'on ait, des journalistes avec nous». Si on a les journalistes avec nous, ça va embarquer toutes les personnes qu'il y a entre eux et nous, puisque le journaliste, c'est vraiment le cœur du cœur, et puis au fur et à mesure, autour, les journalistes de plume, ensuite toute la partie visuelle, et puis ensuite, marketing éditeur, et puis marketing client. Oui, donc tu parles pas des journalistes externes, tu parles des Ah oui, journalistes internes ah chez à oui, Bayard? toujours. Oui, parce qu'en fait, il y a toujours à Bayard, les journalistes sont principalement en interne. Ouais. Mmh. Et donc, je suis allée voir le 1er journaliste, de Bayard à l'époque, c'est-à-dire le rédac chef de La Croix. Voilà. Qui venait d'arriver du Monde, c'était Bruno Frappa, qui était un très grand journaliste pour, toutes nos générations, et je lui ai demandé d'être le président d'un jury de réponse aux lettres de clients, et on a fait un concours de réponse à des lettres de clients en interne Bayard, avec donc dans le jury, un journaliste, et donc comme ça nous a assis ce projet autour du client. Projet qui
visait à des choses qui peuvent sembler très étonnantes, mais qui étaient de dire la vérité, de développer la confiance, de reconnaître la personne, de tenir nos promesses vis-à-vis d'elle et de répondre à ses demandes, ce qui finalement a peu changé maintenant. Je crois qu'on est toujours sur les mêmes fondamentaux. Et alors, ça consistait en quoi concrètement ce concours? Dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Alors ce concours-là, parce que satisfaction client, c'est un ensemble de mesures vis-à-vis de nos prestataires de saisie d'abonnement, vis-à-vis de nos services clients, de l'interne Bayard et des services, qui faisaient fonctionner, tout ça, pour mieux penser le client et être moins administratif. Et surtout, de reconnaître quand on s'était trompé. Ça, c'était la première chose. Mmh. Hem, J'avais eu une expérience dans une vie professionnelle antérieure, d'une erreur qui avait été faite sur une bande informatique de paiement, qui avait été passée 2 fois. Donc les clients avaient été débités 2 fois. Et je me souviens d'avoir demandé: «Mais alors vous la repassez dans l'autre sens?» Et on m'a dit: «Non, on corrigera que pour ceux qui réclament, ce sera déjà ça de gagné». Et moi, ça m'a tellement effarée que depuis, d'abord, j'ai toujours pointé mes comptes bancaires et j'ai dit: «Mais non, ça c'est pas possible. Quand on se trompe, on le dit. On prie d'accepter des excuses et on corrige ce qu'on peut corriger». Voilà, donc ça, c'était vraiment un point de arrêter de dire: «C'est la faute de l'informatique, on est désolé, on ne savait pas». Non, je ne me suis trompée et moi, je continue à le dire toujours dans mes équipes et on sait très bien quand vous dites: «J'ai fait une erreur», la personne en face, elle répond quoi? Elle répond soit: «Tout le monde peut se tromper», soit: «Ça arrive à tout le monde», «L'erreur est humaine», «Faute avouée à moitié pardonnée». Enfin, tout le monde sait Mmh. qu'on peut se tromper. Donc en revanche, de ne pas le dire et que les personnes s'en rendent compte après, ça génère de la colère. Donc vous abîmez votre lien au client, votre lien à l'abonné, au lecteur, voilà. Alors que reconnaître, tout de suite des erreurs, heu, c'est vraiment un point important. Et là, moi, je vois, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait maintenant, systématiquement quand on sait qu'il y a eu une erreur sur une chose ou une autre. Petit exemple très, très simple et on a comme ça un camion qui livrait des exemplaires, de la Croix en Indre-et-Loire qui est tombé dans le fossé, donc on ne pouvait pas C'est porter chez les moi. on pouvait pas porter les croix. Bah, tout de suite, on fait un mail à tous les abonnés en leur disant, concernés, en leur disant: «Vous n'allez pas pouvoir avoir la croix, en papier aujourd'hui. Allez sur le site, tout ça, vous pouvez le consulter comme ça et cela arrivera demain». C'est-à-dire qu'on n'attend pas la réclamation, on est proactif. Et ça, c'est hyper important. Et ça, on a vraiment beaucoup développé ça. Alors, on n'en était pas là à l'époque en 95, mais on en était déjà à l'époque d'écrire des lettres, d'écrire d'accuser réception et de le faire en ayant le souci de la personne. Et c'est des petites choses, mais quand vous recevez un réabonnement à prix mon église, juste un chèque avec écrit, «Avec mes prières», bon, ça nous arrive plus beaucoup, mais je dis: «Mais c'est pas grave, vous faites un petit mot quand même». Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pensé à vous et qui vous a considéré comme une personne. Donc il faut lui répondre comme à une personne. Voilà, je suis partie un petit peu loin Non, non, de mais c'est très clair et du coup, je me dis: «C'est important de répondre», mais enfin, j'essayais de me projeter, en fait et de me rappeler en 1995, en quoi ça consistait de répondre aux lettres des clients. Mais c'est vrai que, bah, ils envoyaient pas des mails, ah, mais il y quoi. avait pas de mail encore. Ah oui, 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 mais excuse-moi, mais j'ai Oui, oui, buggé oui. là. Non, non, mais il y avait pas encore de mail, il y avait un petit peu de téléphone, un petit peu de téléphone. On devait être à 20 de téléphone et 80 de courrier écrit. Là, Mmh, maintenant, tu vois, nous, on est à 70 de téléphone et 30 de mail d'accord. et 1 de réseaux sociaux. Mais, là, le téléphone s'est beaucoup développé, mais le mail commence à prendre de la place et notamment avec le confinement. Mais oui, oui, c'était plus compliqué. Ça voulait dire qu'on faisait des modèles de lettres, on avait des canevas. Non, c'était de l'industriel. C'était pas encore du numérique. Il y avait encore beaucoup de monde pour tout ça. Il y avait de la manipulation et il y avait du délai. Le rapport au temps a été vraiment complètement revu dans toutes nos activités. Le rapport au temps qui était finalement à l'époque assez cohérent par rapport aux périodicités des journaux. Je veux dire, il y avait un mensuel, vous receviez un courrier, c'était une semaine, c'était 10 jours. Là maintenant, vous avez toujours un mensuel, sauf que les gens vont vous écrire, ils sont à l'heure ou au jour, ils sont plus à la semaine. Ou ils sont à la minute même. Enfin, pas tout à fait, mais on a un décalage du coup d'approche
de la dimension, temps qui est nouveau et qui doit être géré. Ouais, on en parlait dans un précédent épisode pardon, avec Alexis Lafont de Colincourt où, on parlait aussi de la culture Amazon, tu vois? Où ça nous a mais tellement, tellement, tellement challengés que, la notion du temps pour un client, elle est mais, court-circuitée, par cet acteur. Et du coup, ce qui est compliqué pour nous, c'est que, je veux dire, fabriquer notre temps, vu la diffusion, énorme, c'est des centaines de milliers, qu'il y a, il faut 4 ou 5 jours pour le routage et la remise en poste. Donc et avant, il faut 3 jours pour l'impression et bon. Donc quelqu'un qui s'abonne, notre temps, il est pas je veux dire, on n'est pas au McDo, c'est pas fait tout de suite en 5 minutes. D'abord, on en fait un par mois et puis, on peut l'attendre 15 jours. Mmh. Parce que il y a tous ces délais de fabrication, c'est même pas c'est du temps normal. On est en processus industriel. Il y a de la matière encore. Il y a beaucoup d'informatique qui s'est mise, dans qui est pour, doubler, je dirais, tous ces métiers, pour mieux les piloter. Mais il faut quand même rentrer du papier, l'imprimer, faire des cahiers, brocher, router et poser en poste et ensuite transporter. Voilà, c'est du temps et dans le rapport au temps et c'est vrai qu'on nous dit toujours: «Mais comment ça se fait que si quelqu'un s'abonne maintenant, il n'a pas sa revue, demain alors qu'Amazon est capable de le faire?» Il n'est pas capable de le faire avec nos revues, mais c'est on n'est pas sur le même, métier. Nous, on est voilà, comme je dis souvent, on ne fait pas du pizza, mais on a ces process. Ce qui n'empêche qu'on comprend très bien que les clients soient impatients, d'avoir des contenus et donc c'est important de pouvoir leur proposer sous format numérique, par exemple, Tout à fait. de leur dire quand est-ce qu'on pourra, quand est-ce alors on ne peut pas leur dire quand ils vont le recevoir, on dépend de la poste. Donc on peut leur dire quand est-ce qu'on l'a posé à la poste. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on peut pas tout maîtriser nous, dans ces chaînes-là et c'est pas évident à comprendre, et à expliquer rapidement, à nos clients. Et alors du coup, en 2018, donc 20 ans après cette histoire, Oui. de concours, de réponse, lettres clients, de ce projet satisfaction client, vous avez une mission officielle vraiment cette fois-ci et qui est portée par le groupe, c'est de mettre le client au cœur de Bayard. Ouais. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Du coup, ça a fait son chemin, toutes tes petites initiatives? Alors les petites initiatives avaient fait leur chemin parce qu'il y avait aussi toute une nouvelle approche d'ailleurs, j'y repense de procédure qui était faite en fonction de la demande du client et non pas du traitement qu'on allait faire. Ça aussi, c'était assez nouveau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, je suis partie complètement sous d'autres cieux en termes de métier. J'ai participé à la création de l'audit interne du groupe dont j'ai pris la direction. J'étais secrétaire générale du groupe. Dans ce cadre-là, j'ai mené le projet du déménagement du siège historique de Bayard de l'autre côté du périphérique. Ensuite, j'étais directrice adjointe de du public senior en France de notre temps. Et puis je me suis occupée des développements justement du suivi des startups, des initiatives, de toutes les personnes qui voulaient travailler avec nous, voir comment tous ces projets pouvaient, étoffer nos magazines papier pour réussir à toucher plus de monde donc, que ce soit des produits ou des services, numériques ou pas, mais généralement numériques. Et un jour, on me dit, le président du directoire me dit: «Catherine, je crois qu'il faut que tu prennes une mission là pour le client, il faut vraiment le remettre au centre du groupe». Et j'ai Incroyable du coup, alors que le à mot la était fois incroyable, interdit, enfin, oui, c'est mais alors en fait, je l'ai pas tout de suite cru quoi. C'est-à-dire que j'ai dit: «Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose dont vous voulez pas vous occuper et que vous voulez que j'aille m'en charger? Ou est-ce que vraiment vous voulez, le faire?» Parce que comme j'avais ma petite quand même, casquette précédente d'audit, d'organisation, de choses comme ça, heu, je me suis dit: «Moi je ne veux pas faire ça si c'est pour tout fermer, tout arrêter en disant ce qu'on veut, c'est que ça coûte le moins cher possible. mmh. Si je le fais, je le ferai à fond, je le ferai avec toute mon énergie, mais je veux pas qu'on gâche mon énergie». Alors, voilà, et ils m'ont dit: «Non, non, c'est pour de vrai, c'est pour de bon». Et je me suis dit: «Eh bien, on va prendre ça comme une bonne nouvelle». Et je suis,
aller, je ne vais pas dire retrouver mes petits camarades, même si de fait, je me suis retrouvée à avoir dans mes équipes des personnes qui étaient déjà là quand j'étais arrivée. Et donc, je m'étais vraiment préparée à ce que tout ait changé. Et je m'étais un peu, raisonnée en me disant: «Bon Catherine, tu regardes, tu ne dis rien, tu dis pas: "Avant c'était comme ça", tu fais pas l'ancien combattant. Hem, les systèmes, informatiques ont bien changé, il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a du numérique, du web partout, donc tu te tais, tu regardes et tu t'adaptes». J'attends ta chute là. Et comme, me dit le DSI, la première cantine où je le retrouve, il me dit: «Alors, tu as retrouvé les choses comment? Comme quand tu es parti?» Et je lui dis: «Non, comme quand j'étais arrivée». Alors ensuite, le client, c'est un choix. C'est un choix, forcément, c'est un choix qui est inconfortable. Et c'est vrai que dans une entreprise comme nous, mais c'est valable dans toutes les entreprises où il y a des lignes de produits qui sont assez différentes. Bon, nous, on a des titres. Les titres, ce sont les marques. C'est toujours le poil à gratter des services clients qui essayent d'avoir quelque chose de cohérent, transversal, dans l'autre sens, qui vous disent que vos opérations sont trop compliquées ou qu'il faudrait les faire autrement et tout ça. Donc, c'était développé quand même toute une culture vraiment de service, mais au sens de on accepte tout et on se débrouille pour pouvoir tout faire. Ce qui a des côtés tout à fait positifs, mais qui contribue à une sorte de déséquilibre. Alors je ne vais pas dire maître esclave, c'est un petit peu beaucoup, mais avec des gens donc qui, acceptant tout, se débrouillant pour tout faire, entrent dans une routine effectivement de complexité, de plus en plus forte. Et donc moi, quand je suis arrivée, bien sûr que j'ai commencé par dire, non, pas vraiment non, à un certain nombre de choses. Mais j'ai dit: «Écoutez, on va pas le faire comme ça, on va regarder, on va le faire ensemble. Vous ne décidez pas sans nous, vous nous associez pour essayer de trouver le meilleur moyen pour le client». Et donc ça rééquilibre les choses, ça rééquilibre entre les métiers. Pour pour ne pas que la direction d'expérience client, j'ai horreur qu'on dise que c'est une fonction support. À chaque fois, je dis: «Mais je suis pas une étagère». C'est, arrive en rééquilibrant et en donnant des pistes. Parce que bien entendu qu'on veut essayer de tout tenter, de tout tester pour développer, bien sûr le chiffre d'affaires, mais surtout aussi l'offre pour qu'un client soit plus engagé, plus satisfait de tout ce qu'il a comme contenu. Donc là, il faut absolument qu'on réussisse à accepter cela, mais il faut le faire, de manière, organisée, rationnelle, intelligente. Voilà, donc c'est vrai que quand je suis arrivée, l'image que je donnais souvent, c'est de dire j'ai repris donc des services qui avaient été rattachés à la direction des achats. Donc ça te dit tout de suite, dans quelle optique les choses étaient Ouais. faites. Et c'est Mmh normal mh. que ça ait été fait comme ça puisque c'était ça la mission qui avait été donnée, au précédent patron. Donc le client avait été transformé en cordon bleu. Il avait été coupé en petits morceaux et réaggloméré. C'est-à-dire que toutes les tâches avaient été, identifiées, décortiquées, décrites et renégociées avec des prestataires en prenant le moins cher pour tout. J'exagère un petit peu, hein, mais donc je dis n'importe quoi, les rejets de cartes bleues, cartes bancaires échues étaient traités par un endroit, l'envoi de des circulaires à un autre, voilà. Et donc le client, c'était pas une entrecôte label rouge, hein. Tout avait été haché menu. Et la première chose que j'ai dit aux équipes, c'est: «Vous allez faire tout exactement pareil, tout ce que vous faites comme traitement, c'est très bien, mais vous allez le penser complètement autrement. On ne pense plus traitement, on pense client». Donc ça a été, c'était il y a 2 ans et demi, c'était l'été 2018, de se dire: «On pense les choses autrement». On Mais les c'est fou parce que c'est récent quand même, hein. Enfin, Oui, oui. quand tu dis: «C'est il y a 2 ans et demi», tu dis: «Waouh!» Mais en fait, je m'étais dit en revenant, je me dis: «Finalement, enfin, tout ce qui n'a pas changé m'a étonnée». C'est-à-dire que j'ai retrouvé tellement de choses qui n'avaient pas changé en 20 ans que j'ai été enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans le bureau de mes équipes le grand poster avec les le jeu de 6 cartes c'est un jeu de 7 familles qui avait été fait pour le projet satisfaction client en 95 avec Bayard dit la vérité, Bayard tient ses promesses et tout ça, c'était encore sur les murs. Donc il y avait une permanence quand même
au niveau des personnes, d'avoir quand même ce souci dans la manière d'envisager la relation client, mais on était encore en donc je vais être gentille, je vais dire au XXe siècle pour un certain nombre de process et là, il fallait faire passer au 21e et comme moi j'arrivais de 5 ans où j'avais vu des tas de projets autour de l'innovation, Mmh. je savais aussi tout ce qui pouvait se faire dans les startups, dans les incubateurs autour de l'expérience client, enfin des choses comme ça et tout en ayant bien sûr alors absolument pas moi enfin l'outil n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. Mais en fait, j'avais conscience de ce qu'on pouvait changer, de ce qui était possible et surtout j'étais prête à le soutenir et à le lancer et à l'insuffler. Mais tu vois, c'est fou parce que quand je me suis retrouvée dans le jury cette année, de la FRC, il y avait, Damien Newtens, qui est passé sur le podcast à côté de moi et quand il y a ta candidature qui a été soumise, je dis: «Non, mais franchement, Catherine, elle a quand même fait beaucoup, ils viennent de loin et cetera» et du coup, je réalisais pas forcément et là, quand je t'entends parler, je me dis: «Non, mais waouh, quoi!» Effectivement, ça venait de loin. Alors je vais donner un exemple. Le premier canal de recrutement des abonnements, pour, Bayard Jeunesse et Milan Jeunesse, ce sont les déléguées commerciales qui vont dans les écoles. Oui. Elles vont dans les écoles et on fait circuler des pochettes dans lesquelles il y a les exemples de magazines pour la classe concernée et puis avec des petits bons de commande et puis ensuite, les enfants ramènent le bon de commande à la maîtresse avec le chèque et puis pour 10 abonnements, il y a un abonnement pour la bibliothèque de classe, quelque chose comme ça. Enfin, c'est voilà. Ça, c'est un réseau, comme on dit, qui existe depuis très, très longtemps. Depuis la création de Pomme d'Api, il a été créé pour vendre Pomme d'Api justement, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de presse jeunesse chez les marchands de journaux, hein. Donc il fallait trouver un moyen de vendre. Donc c'était ce qu'on appelait à l'époque les mamans Pomme d'Api. Peu importe, elles se sont professionnalisées et tout ça. En 1993, nous avions fait un test pour que tous ces abonnements qui remontent et sont écrits donc par les parents à la main, les bons de commande, soient saisis sur Minitel. Alors je ne sais pas Marine si tu sais ce qu'était le Minitel, mais Si, j'ai déjà vu un mini j'arrive même pas à le dire, un Minitel. voilà et nous avions testé ça parce qu'on se disait que c'était pas possible, de perdre tant de temps à mettre, ces bons dans des enveloppes. Ça faisait des grosses enveloppes qui mettaient 4 à 5 jours à arriver Eh oui, tu et as qui plein étaient d'intermédiaires, tu as plein de ruptures de charge possibles, enfin tu rallonges donc tout ton là, tu parcours, vois, on quoi. était en 93 et on s'est dit: «C'est pas possible». Quand je suis arrivée en 2018, on a encore les grosses enveloppes avec les bons manuscrits. Waouh! Donc là, nous sommes en train de réfléchir et je dois te dire qu'à la rentrée dernière, avec non seulement le confinement, mais surtout Vigipirate, faire tourner des pochettes dans les classes a été un vrai challenge et donc il y a eu quand même une petite, réflexion là-dessus et le développement d'une boutique web, spécifique pour les délégués, pour les abonnements remontant par les délégués. Voilà, quand on dit qu'il y a des choses qui sont installées et puis comme quand ça fonctionne, les gens ne sont pas forcément prêts à changer. Mais c'est vrai que ça avait été ma plus grosse surprise. Parce que ce test, de transmission par Minitel avait été un échec retentissant, on peut le dire. C'était pas prêt, c'était pas peu importe. C'était peut-être un peu trop précurseur à l'époque et effectivement très peu ergonomique. Mais c'est vrai qu'en 2018, c'était plus étonnant. Et alors concrètement, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui pour mettre le client au cœur de Bayard? Alors en fait, on a fait des choses à plusieurs niveaux. D'abord, il y a eu un gros travail finalement, sur l'état d'esprit pour que dans tous les services qui contribuent, au traitement, que ce soit, des abonnements papier, que ce soit des paiements, que ce soit de la préparation des fichiers, que ce soit de la préparation des documents de relance ou de réabonnement avec des data matrix pour pouvoir saisir plus vite, que ce soit les centres de contact, que ce soit la médiation, que tout le monde sache bien où est-ce qu'il était dans la chaîne, ce que faisaient les autres. Il y a d'abord eu une énorme information, un partage d'informations dans les équipes mêmes de l'expérience client. Ensuite, il y a tout un travail qu'on a initié pour que le client existe dans Bayard. Alors là, je peux citer 2 petites initiatives. On a fait des espèces de cartes postales avec des verbatim clients, des vrais verbatim clients, des positifs et des négatifs OK. et on les a distribués à l'entrée de Bayard, un matin. Parce qu'à Bayard, c'est comme ça qu'on fait savoir ce qui existe, la communication, ça
c'est un peu historique puisque depuis 1 an, on peut plus le faire, mais on donne aux personnes qui entrent dans le hall, un café, une feuille sur laquelle il y a quelque chose à mémoriser et en même temps, on parle 20 secondes pour leur donner un message. Et donc là, le message, c'était: accrochez le client en face de vous dans votre bureau et donc choisissez une petite carte. Et ça, déjà, ça a permis de de faire exister le client avec ces mots. Et puis, on a, une formation interne, toutes les personnes qui souhaitent qu'on parle du client, il y a une formation qui est proposée par la DRH et qui est animée par la médiatrice et moi-même. Et pour cela, on a fait un petit jeu et ce petit jeu, je fais toujours la même chose quand je fais une petite formation client, que ce soit avec mes équipes en interne, les prestataires ou effectivement les nouveaux embauchés, tous les endroits où on me demande d'intervenir là. Je commence par demander aux personnes de me raconter une expérience, heu, mémorable qu'elles ont eue, en termes comme clientes. Alors, on a que ce soit avec les opérateurs téléphoniques, les compagnies d'aviation, les magasins de beauté, les chaînes de vêtements, peu importe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait parler tout le monde. On fait parler tout le monde et au fur et à mesure que les gens parlent, je note, petits points sur des post-it que j'affiche parce que j'arrive toujours aux 6 grands piliers, de l'étude AFRC sur, l'expérience client et ça permet de les illustrer et ça permet de revenir vers les gens avec leurs mots pour qu'ils comprennent et comme ça on peut dire: «Mais» tu vois? C'est exactement comme quand tu m'as dit: «Oui, j'ai été remboursée de mon billet d'avion», n'empêche que pendant toute la nuit, j'ai eu peur parce que mon fils dormait pas, même si on m'a payé l'hôtel et qu'on m'a remboursée. Voilà. Alors que quelqu'un d'autre va dire: «C'est bon, j'ai été remboursé». Donc ensuite, quand vous aurez un client au téléphone ou en contact, il faut savoir que même si finalement vous pensez que c'est réglé parce qu'il a eu son argent ou tout ça, il peut avoir un souvenir de cette expérience qui n'est pas de rapport avec le fait que ça a été réglé ou pas. On peut avoir d'excellentes expériences clients alors qu'on n'a pas eu, gain de cause. Mais ça s'est bien Mmh. passé, on a bien compris pourquoi. C'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. Moi, je vois par exemple, j'avais demandé des places, je pense pour le Lac des Cygnes ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que personne ne demande à l'opéra. En plus, hem, on m'a demandé de rappeler Je suis allée voir le lac des Cygnes. on m'a demandé de rappeler, et puis je voulais je sais plus quoi pour Carmen et on m'a dit: «Non, c'est pas possible. En tout cas pour ça, alors là, vous voulez 2 places en plus. Je sais que vous préférez être au premier rang du deuxième balcon et là, je ne peux vous proposer qu'un strapontin en parterre et une place, sur le côté». Mmh. Donc c'est la personnalisation, la considération, le Ouais. fait d'avoir Je sais enregistré tes je sais habitudes. que vous préférez ça. Parce qu'elles Mmh. étaient toutes au même prix ces places. C'est-à-dire que je sais que c'est là et mais moi rien que le fait de me dire: «Cette dame sait où est-ce que j'aime être et si» elle ne peut pas me le proposer. Elle me propose des choses où on va être tous séparés. Mais pour moi c'était incroyable et je le cite souvent parce que je sais que vous préférez être au premier rang du deuxième balcon. Souvent j'y pense. Et alors juste, pour revenir sur, les 6 piliers pardon, de la FRC, je mettrai le lien, dans le descriptif de l'épisode, mais si Catherine, tu les as en tête, je les veux bien. Personnellement, je ne les connais pas. Alors en fait, il y a une notion de temps et effort. Il y a la résolution du problème, il y a l'empathie. Il y en a un qui, je pense, est un peu amabilité, qui est un peu différent d'empathie, je ne sais plus exactement comment. Mais il y en a un qui s'appelle l'engagement et c'est toujours très, très compliqué d'expliquer ce que ça veut dire engagement. Mais à partir du moment où tu as où les gens te racontent des histoires et qui te disent: «Mais là, il y avait pas de confiance, on m'a pris pour un voleur», du coup, ça te fait des super verbatim pour dire: «Voilà, l'engagement, c'est ça, c'est la relation à la Mmh. marque», voilà et lequel il manque, Il en manque un. hem, c'est un lien avec une étude qu'ils font avec, il me semble, avec KPMG. L'intégrité, la Ah, résolution, l'intégrité, la personnalisation, les attentes, le critère temps-effort et l'empathie. voilà, c'est intégrité qui est compliqué à expliquer et donc C'est en vrai. fait, temps et effort aussi pour ça dépend des populations, mais pour certains, c'est un peu compliqué. Très bien. Et alors dis-moi, puisque vous avez mis, le client, au cœur de Bayard, est-ce que tu peux me parler de ce qu'il s'est passé le 5 mars 2020?
Alors le 5 mars 2020, nous avons reçu à Bayard Anne-Marie. Alors, quelques mois auparavant, Anne-Marie, avec son association, qui avait participé à un prix, un concours avec du patrimoine pour un de nos titres. Et ils n'ont pas gagné. Mmh. Et donc, elle était très mécontente. Donc, elle avait écrit pour dire qu'ils auraient dû gagner. Ça s'était envenimé avec la rédaction. C'était passé au juridique et la direction juridique avait fait une lettre très, très juridique, formelle, et avait demandé à la rédaction de ne plus avoir de contact avec Anne-Marie, parce qu'Anne-Marie s'était mise à téléphoner à peu près tous les jours. OK. Et puis, Anne-Marie a envoyé non pas son réabonnement, mais un courrier avec la demande de réabonnement en expliquant que tant que personne ne lui parlait, elle n'allait pas payer ses, je ne sais plus, 10, 12, 15 réabonnements. Ce qui voulait dire que c'était quand même un gros client pour nous. Et donc, moi, c'est à ce moment-là que j'ai reçu, que c'est remonté parce que c'est arrivé chez la médiatrice, en me disant, et elle me disant, mais je ne comprends pas pourquoi personne ne lui parle. Je fais ma petite enquête, j'apprends tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, et je me dis, mais on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça, sans réponse du tout, parce qu'elle va rester en attente en permanence, en plus, vraisemblablement, à dire du mal de nous, et elle aura raison. Donc, j'ai dit à la médiatrice, écoute, tu la rappelles, tu vois, et tu dis que moi, je suis prête à lui parler. La OK. médiatrice l'appelle, Odile, et elle me dit, écoute, elle veut rencontrer quelqu'un. Et elle veut rencontrer quelqu'un de la rédaction. Bien, donc moi je suis montée jusqu'au directoire pour défendre l'idée que eh bien, j'allais recevoir cette dame à Bayard avec la rédaction en chef du titre, non pas en tant que effectivement le titre qui avait, voilà, mais en tant que tiers, pour trianguler la relation, Mmh. parce que c'était un client et que c'était donc l'expérience client qui allait la recevoir. Nous nous sommes rendus compte, quoi, une semaine avant, que d'abord elle arrivait du fin fond de la Franche-Comté, qu'elle n'était pas tout à fait toute jeune, du coup qu'elle se faisait accompagner par quelqu'un, pour pouvoir marcher plus facilement, et donc le 5 mars, dans le hall de Bayard, je l'ai accueillie avec Odile. Je lui ai fait visiter l'entreprise, je lui ai montré le monument aux morts de Bayard, je lui ai montré, la chapelle, nous avons déjeuné ensemble à la cantine, nous sommes allés voir le directeur de la rédaction de Pellerin. 20 minutes, ils ont parlé des contenus. Nous avons ensuite passé plus d'une heure avec la rédactrice en chef responsable du concours dont nous parlions, pour qu'elle explique ce qui s'était passé, les critères, comment c'était, pourquoi, voilà, tout remettre tout à plat. Et Anne-Marie est repartie le soir même. Nous étions le 5 mars. Le confinement, c'était à peine 10 jours après. Mmh. Et Anne-Marie nous a écrit juste avant le confinement pour nous remercier d'être venue, d'avoir tout compris, de l'avoir reçu, de lui avoir expliqué. Elle nous a écrit, quand je dis nous, parce qu'elle a écrit à Odile, au directeur de la rédaction de Pellerin, à moi-même, pour Pâques, pour l'été, pour la Toussaint. Maintenant, Anne-Marie, c'est une copine d'Odile. Waouh! Je pense qu'elle dit du bien de Bayard à 3000 personnes par an quand elle fait visiter sa petite chapelle. Mmh. Pour moi, je veux dire, ce temps que j'ai passé, parce qu'effectivement, je ne peux pas passer 4 heures avec tous les clients qui ont un souci, mais en tout cas, l'attention dont elle avait besoin, la reconnaissance de son besoin d'explication nous a fait, enfin voilà, nous a fait progresser. Et j'ai croisé pendant le deuxième confinement, je pense, le directeur de la rédaction de Pellerin, qui m'a dit: «Oh, à propos, j'ai reçu une lettre d'Anne-Marie». Je dis: «Oui, moi aussi». Voilà, on on est tous, et toutes, on est tous, on a tous été à la fois, je pense, émus, et ça nous a vraiment fait toucher du doigt l'importance de cette relation, vraiment quand on dit personnalisation, parfois il y a besoin de ça. Il faut aller jusque-là, et ça permet, derrière en fait, je vais parler comme, parlent les jeunes maintenant, mais d'être solide sur ses appuis pour savoir quels sont nos fondamentaux, hein, comme en rugby. Hem, Ça nous réancre dans la réalité de notre travail qui est
avant tout de la relation humaine, à très, très grande échelle bien sûr, mais de la relation humaine. Bien sûr, et que cette décision de ne simplement plus lui répondre, elle est quand même horrible. C'est on dirait un ex qu'on bloque, sur les réseaux sociaux, tu vois? Mais Enfin, non mais ça c'est tout ce qui est le risque, c'est la couverture du risque, c'est le principe de précaution, c'est, n'écrivez rien, ne dites rien, ça sera oui, retenu contre vous. Moi, je comprends bien que le oui. juridique nous dit ça, c'est pas mais je suis contente que ce soit passé entre mes mains et Mmh. que et surtout qu'Odile aussi me l'ait remonté, pour se dire: «Non, là, on pour que ça évolue, il faut faire quelque chose». Ce n'est pas facile. Ce n'était vraiment pas facile de rappeler tout ça. Mais ensuite, ça n'a été que du bonheur. Bien sûr. Là, ça s'est mais complètement retourné. Mais comme quoi c'est possible et que quand même une situation s'est envenimée, à un moment, il faut prendre son courage à 2 mains et casser cette dynamique, parce on peut encore créer sur de belles choses sur la base d'événements négatifs. Oui et alors là, c'est clair que le meilleur canal pour ça, c'est la voix. C'est de téléphoner aux gens. Je suis d'accord. Parce que je vois, on en parle souvent avec Odile, parce qu'elle a les cas les plus compliqués de médiation. Généralement, ça se finit toujours, sinon aimablement, du moins, raisonnablement, humainement à la fin des conversations. Ça peut mal commencer, mais généralement les gens sont toujours contents qu'on les appelle pour régler, les problèmes vraiment compliqués. Même si ensuite leur, colère peut s'exprimer et tout leur, désarroi ou toute leur, frustration. Mais ensuite on peut reconstruire. Eh ben, dis donc. Et alors dis-moi Catherine, parce que du coup, enfin, je m'étais dit au début quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit: «Mais en fait, ça va être un échec», mais en fait pas du tout, mais on va pouvoir passer, au projet échec, si je puis dire. Et est-ce que tu peux nous en parler après cette belle histoire? Alors en fait, juste avant que je n'arrive à la direction expérience client, donc et que je prenne cette mission de mettre le client au cœur de l'entreprise. Donc il y avait eu un appel d'offres pour un changement de prestataire de gestion d'abonnement qui n'était pas que le changement de prestataire, qui était tout un changement aussi d'organisation, c'est-à-dire où on passait en dématérialisation. À Bayard encore, on reçoit, 900 000 enveloppes dans lesquelles il y a des chèques et des bons d'abonnement Ouais. et donc pendant des années, on traitait, les chèques d'un côté, les bons d'abonnement de l'autre, sur la base de ce qu'il y avait écrit sur le bon. Ensuite, on a numérisé, une partie des bons, voilà. Là, on était dans un projet où on numérisait tous les chèques et les bons, où on allait réaffecter, tout ça, rééquilibrer entre 2 prestataires, imaginer de couvrir un prestataire par l'autre, avec, éventuellement des risques pays ou des risques d'intempéries, enfin, des choses comme ça et donc ce cahier des charges a été lancé avant moi. Donc en fait, je ne me suis pas peut-être suffisamment, appesantie pour vraiment le décortiquer. Je l'ai regardé, mais je me suis dit: «Bon, c'est confié à une personne, voilà». Tout ça suit son cours. On lance la nouvelle organisation en mars 2019. Mars, c'est toujours à ce moment-là qu'on lance les nouveautés puisqu'il y a très peu d'activité, hein, dans notre, c'est cyclique l'abonnement. La Mmh. grosse activité, c'est la rentrée et la rentrée 2019, ça a semblé une catastrophe. Pourquoi je dis ça? Je dis ça a semblé une catastrophe parce que si on regarde après, on se rend compte qu'objectivement, enfin, il y a pas tous les abonnements ont été, saisis, les paiements ont été encaissés, les gens ont reçu leur revue. Alors effectivement, il y a eu, parfois, des délais de saisie de l'ordre de 2 semaines alors que c'est mieux d'avoir normalement, il faut être sous 3 jours, mais comme je dis souvent, une urgence, un service d'urgence, c'est mort dans les 2 heures, le jour du Bataclan, c'était mort dans la demi-heure et nous, on n'a jamais personne qui est mort de ne pas avoir eu son GEM-LIRE donc Mmh. la notion d'urgence pour la saisie d'abonnement, voilà, on n'est pas, dans l'oxygène ou dans voilà, ou même dans l'électricité. Donc on peut relativiser un petit peu ça. Mais ce qui s'est passé,
il n'y avait pas assez de fiabilisation de tous les process et donc toutes les choses qui étaient un petit peu compliquées à saisir et qui étaient mises de côté, bah, comme c'était dématérialisé, on les voyait plus. J'allais dire dans ma jeunesse, quand on allait dans un atelier de saisie, on regardait autour de soi et on voyait tout de suite où en étaient les stocks parce qu'on voyait les bannettes qui étaient en attente, on voyait les choses qui Mmh. restaient, on voyait les caisses et comme j'ai très, très souvent dit, un atelier bien tenu, ou mal tenu, ça dit tout de suite comment est faite l'activité. On le voit avec son œil. Quand c'est numérique, quand tout est numérisé, vous voyez plus rien et vous ne savez plus où sont les choses en attente et en fait, il y avait des petites choses en attente un peu partout et on ne savait pas où. Ce qui veut dire que pour les quelques pourcentages, c'est peut-être 3, on est peut-être monté à 5 d'abonnements qui n'ont pas été traités comme il faut, on va dire. L'inquiétude, ça a été surtout d'abord de les retrouver. Bah, bien sûr. C'est-à-dire que quand les gens appelaient, eh ben, on ne savait pas où chercher et donc ça prend des proportions énormes parce que, ça prend du temps de cerveau, ça c'est de l'inquiétude, c'est de l'incertitude. Pour un conseiller de téléphone, ne pas savoir quoi dire au client, c'est horrible. Lui expliquer que sa prime, elle est en retard de 3 mois, de lui dire qu'elle sera rouge et qu'elle ne sera pas verte, lui dire qu'il va recevoir, tout ça, s'ils savent quoi dire, il n'y a aucun problème. C'est pas forcément facile, mais un conseiller, il sait toujours s'il sait répondre, même si c'est pas agréable et pas ce que la personne veut entendre, ça va pas être un problème. Mais de ne pas savoir, ça, c'est horrible. Donc ça déborde sur tout le reste et donc on a eu une sorte de panique collective, j'allais dire, qui s'est développée, que je dirais comme une espèce de nuage, un nuage de pollution et qui a, pourri tout le toute la bonne volonté qu'il y avait et toutes les choses qui fonctionnaient. On n'a plus du tout vu tout ce qui marchait tout à fait bien et on a vu simplement, les difficultés et surtout le temps pour régler les difficultés. Et ça a Mmh. été extrêmement éprouvant et ça m'a amené à faire quelque chose qui est difficile comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait de l'audit et j'ai dirigé le service d'audit interne. Donc je me suis dit: «Je me mets comme si j'étais à l'extérieur, je fais un audit» et donc j'ai fait l'audit comme j'aurais fait, si je ne connaissais pas la personne en charge de la direction de l'expérience client. Mais une fois que j'ai mis le point final et que j'ai fini mon rapport, je l'ai lu comme l'audité et non plus comme l'auditeur qui l'avait écrit et donc c'est comme si je me retournais moi-même. Mmh. Ça a été un petit peu difficile à recevoir. C'est assez étonnant comme perception de recevoir ce qu'on a écrit, voilà, avec toutes les conséquences, les plans d'action à mettre en œuvre, les modifications d'organisation à faire et je me suis dit: «Ben, voilà, ben, je vais faire comme un opérationnel audité. Maintenant, je fais le plan d'action qui découle, de cet audit». C'était pas très facile à vivre, mais ça m'a permis de mettre tout à plat et d'objectiver tout. De pouvoir avoir conscience de ce nuage, comme je disais et surtout ça a donné un document extrêmement étayé, bien entendu pour la direction, pour nous tous et aussi je l'ai partagé avec toute mon équipe. Et ça a donné lieu à un plan d'action extrêmement ambitieux qu'on a principalement dû mettre en place pendant le confinement pour la rentrée suivante qui s'est extrêmement bien passée. Eh beh, écoute, comme quoi. Je me souviens de cette volte-face que j'ai dû faire, auditeur audité, et à la réflexion, c'était quand même vraiment vraiment pas confortable. Quand j'avais pas imaginé que ce serait aussi difficile à recevoir. Voilà. Alors que ça concernait 3 à 5 et que, 95 étaient OK. Oui, sauf que 3 à 5 sur, oui, oui, sur, 600 000, ça fait quand même un peu beaucoup quand on les cherche. Mmh. Quand on sait où Bon, depuis vous les avez retrouvés quand même à un ah mais bien moment? sûr, ah mais bien entendu. Ah non, 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 mais on a tout tracé, on a tout retrouvé et ensuite donc on a mis en place un système, comme je dis, pour identifier, ce que j'appelle les bannettes virtuelles, c'est-à-dire, ces rejets, aux différents stades du processus pour qu'on sache où ils sont et qu'on n'oublie pas de les traiter et ça nous a fait progresser, ça nous a fait renforcer la qualité, de ce qu'on pouvait faire. Très bien. Eh bien, écoute, Catherine, je pense que je vais finir par te poser mes 3 questions finales. Il y a
une expérience dont tu as parlé tout à l'heure et peut-être que tu vas raccorder les wagons comme ça, mais si je te demande quelle est ta meilleure expérience client, qu'est-ce que tu me réponds? En fait, comme directrice d'expérience client, c'est cette rencontre avec Anne-Marie dont j'ai parlé tout à Mmh. l'heure. Mais je vais en ajouter une autre, juste là. C'est pas tout à fait la meilleure expérience client. Je vais changer ta question. C'est une expérience collaborateur. J'ai reçu hier, enfin, j'ai eu les comités de pilotage avec nos prestataires, les comités, semestriels, et j'ai un de mes prestataires qui a représenté, son organigramme en affectant à chaque personne un des personnages de Bayard Jeunesse. Mmh. Donc j'ai Mortel Adèle, j'ai Tom Tom et Nana, j'ai tout. Je pense que pour montrer l'implication, de conseillers, aux côtés de Bayard, ah c'était exceptionnel. Et à côté de ça, nos équipes de saisie qui sont à Madagascar, j'ai reçu leur une photo, donc hier aussi. Ils portaient tous un masque et un t-shirt avec écrit Team Bayard, et donc une belle photo où ils étaient tous comme un uniforme avec écrit Team Bayard. Et ces deux illustrations, je les ai projetées en comité de direction ce matin, en leur disant: «Voilà, il ne faut pas oublier quand on pense aux personnes qui défendent Bayard, à celles qui ne sont pas salariés du groupe, mais qui travaillent à temps plein pour nous, qui nous représentent auprès de nos clients, et voyez comme elles sont impliquées, alors que ça fait 1 an qu'on ne les a pas vues.» Très bon exemple. Et alors dis-moi Catherine, quelle est ta pire expérience client? Alors, ma pire expérience client, alors c'est à la fois en tant que moi et en tant que directrice d'expérience client Bayard. Parce que tu faisais partie des 3 à 5 des gens qui s'étaient Ah non, abonnés c'était du pas coup? ça, ça c'est beaucoup plus récent, et enfin, je vais dire beaucoup plus drôle, je devrais pas dire ça comme ça. J'étais chez ma belle-mère il y a 15 jours, et je vais à la boîte aux lettres récupérer le courrier parce elle oublie toujours d'aller relever sa boîte aux lettres, et il y avait un pèlerin avec une carte d'anniversaire pour mon beau-père. Donc Mmh. c'est super gentil parce que son anniversaire, c'est le 23 mars, donc c'était parfait. Sauf qu'il est décédé début juin, et que je sais parfaitement que mon mari a téléphoné, au service, de Bayard, que je connais très, très bien. J'ai écouté toute la conversation pour vérifier comment c'était suivi, Ouais. et qu'il a signalé qu'il était décédé et que donc il ne devait plus rien recevoir. Ouais. Et donc j'ai écrit au responsable opérationnel du plateau en lui disant que je comprenais que les erreurs soient possibles, mais que j'aimerais bien qu'il y ait un petit rappel de procédure, que là, en l'occurrence, j'avais réussi à subtiliser la carte d'anniversaire, mais que, pour une veuve après 65 ans de mariage, c'était quand même un petit peu douloureux. Bon, Oui. je dois dire que le copil qui a suivi, il était un peu dans ses petits souliers, mais ce qui n'empêche qu'en vérifiant les procédures, heu, nous avons vu qu'il y avait bien écrit, attention à bien invalider l'adresse Mmh. pour ne pas que les personnes reçoivent des communications, en particulier pour leur souhaiter leur anniversaire. Donc, j'étais en plein dedans et évidemment c'est tombé sur moi. C'est normal et c'est très bien et c'est pas grave, mais ça montre bien que malgré tous nos efforts, on est vraiment sur de la pâte humaine. On est sur, d'ailleurs, la conseillère avait été remarquable. Elle avait dit: «Mais pour poursuivre la croix pour votre belle-maman, donnez-moi son prénom, ce sera moins douloureux pour elle.» Donc il y avait quand même tout un accompagnement très, très bien fait. Bon, c'est pas Mmh. grave finalement que l'adresse ait pas été invalidée, mais on voit bien qu'on ne peut pas penser à tout, qu'on ne peut pas tout reprocher, qu'il faut accompagner, et qu'il faut redire, et qu'ensuite il faut s'adapter situation après situation. Mais c'est vrai qu'on pense pas tous à ce qui se passe quand nos clients, décèdent, Mmh, tu vois? Bah, c'est comme sur Facebook, quand tu avais un profil Facebook et puis que la personne, elle décède et qu'au début, ils avaient pas mis en place les oui, procédures et que le profil continuait à être actif. oui. Oui, bien sûr, mais en fait, là, en l'occurrence, le cas était bien connu. Ce qui n'empêche que le cas est compliqué, ça je peux le dire pour, expliquer, parce qu'il ne faut pas invalider dans certains cas. Enfin bon, on a aussi une complexité qui n'aide pas à bien tout mémoriser. Ça, je le sais très bien, Mmh. et je peux l'intégrer. Mais là, les malheureux, c'est vraiment pile tombé sur moi le jour où j'y suis allée, mais c'était très bien aussi que ce soit comme ça.
Et alors pour finir, Catherine, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience et de relations clients sur ce podcast? Eh bien, justement, j'aimerais bien avoir les gens de l'Opéra de Paris. Ah, c'est une chouette idée ça, tu as bien raison. Parce qu'en fait, on sait que les places sont toujours enfin, comment dire? C'est toujours plein. Enfin, je pense qu'il y a pas tellement un gros souci de gagner des clients. Il y a un souci de changer les clients. En plus, comme c'est quand même relativement coûteux, je pense que les gens sont assez exigeants, Mmh. qu'il y a beaucoup aussi de changements à gérer. Voilà. Très bien, c'est une très bonne recommandation. Merci beaucoup Catherine, j'ai passé un super moment. J'ai eu un peu l'impression que c'était comment dire? Un choc des générations, mais en même temps, c'est tellement intéressant, tu vois, de pouvoir revenir en arrière aussi comme ça. Enfin, c'est incroyable. Mais oui, mais ce choc, il faut se dire que nos clients le vivent aussi. Mmh. Parce que, enfin nos clients, bien sûr, les plus vieux, mais il y a encore des gens qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux que moi dans nos clients et c'est vrai que, heu, les transformations sont tellement énormes, les évolutions sont tellement énormes et ce qui est très intéressant, c'est de voir comme tous ces seniors, qui avaient un peu de mal avec le numérique, comme ils ont pu tous se mettre au drive d'Intermarché ou de Carrefour pendant le confinement, heu et bien leur exigence arrive aussi chez nous. Donc c'est un vrai challenge Mmh. et il y a une dynamique à maintenir et il faut toujours avancer. Donc non, non, c'est une très belle chose et on peut toujours continuer. Il y a des choses qui ne changent pas, qui sont les principes. Ensuite, tous les outils changent et c'est une bonne chose pour jouer sur l'espace et le temps. Très bien. Et alors, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui si on veut s'abonner à une revue Bayard? On peut aller sur le site internet pour s'abonner. Bien sûr, on va sur la Ah! boutique, Bayard Jeunesse ou Milan Jeunesse. On va sur, la boutique Bayard pour, l'adulte ou on va sur notretemps.com ou la-croix.com. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup. Un grand merci à Catherine pour cet épisode riche d'instructions et d'histoires. J'ai appris énormément de choses, j'espère que vous aussi. Pour soutenir ce podcast, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à notre newsletter, nous mettre 5 étoiles via Apple Podcast et surtout, s'il vous plaît, partagez le podcast autour de vous, vos amis, vos collègues, votre comité de direction. Ça nous aide énormément. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!